Hmm, Genau, wir haben Elenos für euch hier auf der Bühne. On a Elenos ici sur scène qui va vous faire une offre pas très Nochmal großen Applaus und viel morale, Spaß. amorale. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Merci ihr beaucoup d'être beide venu. hier seid und dass wir ein bisschen Zeit haben. Je me réjouis d'être ici pour parler un peu de philosophie et des principes de base. On vit dans des temps où on parle de crises multiples et de beaucoup de choses qui s'accumulent, que vous connaissez déjà très bien, donc je ne vais pas aller dans les détails. Et dans ces temps de crise et temps de transformation aussi, il y a des questions du sens de tout, en vrai, qui se posent. Et donc, là, il faut qu'on parle d'idéologie parce que c'est des phénomènes qui surviennent encore beaucoup plus en temps de crise, ou de crise perçue au moins. Et donc là, j'aimerais parler de comment ça fonctionne. Et la présentation traitera surtout de qu'est-ce qu'une sorte d'idéologisation plus large d'une société fait avec nos groupes politiques aussi. Il y a une citation de Terry Eagleton, qui dit que l'idéologie, c'est un peu comme le mauvais... C'est un peu comme mauvaise haleine, c'est toujours les autres qui l'ont, c'est pas nous. Les idéologies des centres, on s'amuse dessus, on peut regarder YouTube, mais généralement c'est une petite validation de soi-même. Non, parce que c'est bien, c'est pas parce que c'est super de se regarder, mais parce que je pense que c'est un risque de sécurité de ne pas le faire. Surtout dans la dynamique autoritaire que nous avons, il nous faut des réseaux très stables qui sont capables d'agir. Nous avons besoin de groupes, d'alliances qui sont capables de s'allier, des acteurs qui puissent créer des réseaux. Et c'est ce qui est important. Et quand nous travaillons ensemble, et c'est à cause et non pas malgré nos différences que c'est important. Et donc, c'est de créer nos réseaux, de les protéger. On en voit ici aussi beaucoup. Il ne faut pas faire attention aux attaques de l'extérieur, mais aussi à nos propres pensées, à notre propre durcissement, de nous protéger de ce durcissement. Je dis nous, c'est volontairement imprécis. On peut parler de la communauté ou de vous, les partis libérales de la société, enfin voilà. Donc c'est ce durcissement idéologique qu'on voit, on voit ça avec des mauvais débats, avec des débats très moraux, on va dire cancel culture, raison d'État, des choses où on peut voir exactement, dernièrement, le jour 1, il y a eu les cadus sur Gaza, et il y a les commentaires ont tout de suite ont explosé parce que c'est chargé moralement et un petit peu perverti. Ces débats sont ensuite, il y a aussi de l'incompréhension tactique. Il va y avoir une rhétorique individuelle où il faut à qui la faute. Et donc, c'est toujours idéologique et moral. Et c'est où les gens se poussent eux-mêmes. L'autre, c'est le méchant. Et on se pousse dans des positions où on n'est pas forcément pour être plus,
pour se mettre en scène soi-même et être plus joli. Et c'est presque un spectacle. C'est le virtue signaling, si vous en avez déjà entendu parler. Et il y a des fois où c'est le cas, mais il y a des fois où c'est pas le cas. Et jusqu'à ce qu'on ait trouvé que si c'était le cas ou pas, il y a beaucoup de temps et on éclaire, on éclaircit la situation ou on l'éclaircit pas. On a beaucoup parlé, mais on n'a pas vraiment fait de choses. Il n'y a pas de changement matériel et ce sont des débats sans aucune idée en fait et il n'y a pas de perspective et il n'y a pas vraiment de perspective de travail collectif. Et justement, c'est ça ce dont il faut qu'on parle et qui est plus important. On n'a pas de promesse. Je vais vous faire une offre. Je ne sais pas si ça marche. Honnêtement, j'ai pas beaucoup plus, mais en théorie, je suis bien motivé et je pense beaucoup, mais en pratique, j'ai aucune expérience. Mais je suis contente que vous m'ouvriez, donc que vous écoutiez. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses neuves, mais j'espère que vous inspirez quand même. Je connais aussi le problème que ce qui est amoral, généralement, c'est très moral. C'est un problème, ça pourrait aussi m'arriver. Donc ça, c'est une mise à jour de votre sécurité pour vos propres pensées, pour en 3 parties. On commence par la première partie, donc l'infrastructure normative. Donc, de base, nous, en tant qu'animaux, on existe sur cette planète, ce qui est de base loin de la moralité en soi. Donc là, on commence à se poser des questions, à se raconter des histoires et on recherche des réponses. Donc, on est en train de rechercher des réponses. Ce sentiment fondamentalement humain de vouloir trouver des réponses dans un grand chaos qu'on a, où on est aussi on a un peu honte aussi de notre propre, de ne pas tout savoir et de ne pas avoir les réponses. Et du coup, là, on a un peu la situation de base qu'on recherche de l'ordre en tant qu'humain et de retrouver du soutien, des lignes, un cadre auquel se tenir. Et pour cela, il y a entre autres des religions, donc où on se relie un peu à un cadre idéologique ou justement religieux, qui nous sert un peu de corde qui nous guide dans tout le chaos. Entre-temps, il y a aussi beaucoup de mouvements plus sécularisés qui ont repris les fonctions des religions. Donc, alors, en 2024, nous voilà, c'est bien dessiné, avec une sélection de structures normatives très différentes. Donc, on a de différentes perspectives, dont quelques-unes sont très vieilles, qui sont même fondamentalistes. Quelques-unes laissent un peu plus de marge de manœuvre. Mais en vrai, c'est vraiment une question d'accident ou d'hasard où on se retrouve en tant que personne dans ces structures normatives. Donc ça dépend de où on est né, avec quelle structure on a eu des premiers contacts, quelles sont les conditions matérielles dans lesquelles on grandit, etc. Ça peut aussi être une décision qu'on prend, par exemple, si on suit des formations, par exemple, qui peut servir de réorientation, où on retrouve d'autres accès à d'autres structures, en gros. Le tout peut être très créatif et fluide.
Donc, par exemple, l'attentat de Magdebourg qu'on pourrait appeler un extrême qui a justement repris beaucoup d'aspects différents dans de différentes idéologies qui, en vrai, ne donnent plus beaucoup de sens parce que c'est pas très cohérent. Entre autres, il y a des catégories très spécifiques pour ce genre de personnes qui s'appellent Mixed Unstable and Unclear. C'est des phénomènes dont je pense qu'on les rencontrera beaucoup plus souvent parce que notre société est très individualiste et les perspectives collectives qu'on avait à l'époque ne sont plus tellement reprises aussi par les personnes ou par les gens. Donc, voilà un peu la situation de base qu'on peut juste reconnaître sans la juger. Ce qui est important, c'est de reconnaître que ces infrastructures ont des fonctions très importantes qui permettent aussi, dans un certain sens, une résilience, particulièrement en temps de crise, ce qui est aussi reconnu par la recherche, que des gens qui font partie de ces structures ou peuvent se baser sur ces structures sont plus résilientes. Il y a une belle scène d'une interview avec Richard Dawkins où on lui demande qu'est-ce qui se passe si vous avez tort, et puis il dit tout le monde pourrait avoir tort. C'est juste un fait dont il faut être conscient. Donc voilà la question de base, situation de base. Tout le monde a ses structures et tout le monde a des aspects de ces structures. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait si un de ces murs fondamentaux ou un de ces rails devient un mur ou même une prison. Et là, on parle d'idéologie. Il y a beaucoup de définitions sur l'idéologie. Vous pouvez lire les définitions sur Wikipédia. À mon avis, personnellement, j'utilise une définition pragmatique selon laquelle l'idéologie est une perspective qui prétend être la seule vraie solution à tous les problèmes du monde. C'est des perspectives qui réduisent énormément la complexité du monde, qui essayent de réduire cette complexité à une sorte de binarité et de résoudre tous les problèmes avec ces logiques binaires. Le problème, c'est que cette binarité, en tant qu'histoire, elle fonctionne très, très bien. On voit ça, entre autres, avec les combats culturels, par exemple, de Meloni en Italie, qui est construit, entre autres, sur le Seigneur des Anneaux, pardon. Donc, entre autres, cette binarité entre le bien et le mal. Je sais que l'importance des histoires est très reconnue aussi à ce congrès. Donc là, on a besoin de plus d'imagination pour savoir quelles sont les histoires qu'on peut raconter qui vont au-delà de cette binarité entre le bien et le mal. J'ai apporté des lettres que Holger Mainz a écrites à ses camarades. Et là aussi, on voit des exemples de binarité. T'es soit humain, soit cochon. Il y a la victoire ou la mort ou rien entre deux. Conséquemment, il est mort d'une grève de faim. Mais là, on voit aussi qu'il y a cette idéologie dans tous les camps de base. Ces idéologies font toujours partie d'histoires et d'images, comme je l'essaye avec ces illustrations. Par contre, si on les regarde de près, elles sont faites surtout de règles et de règles et de contraintes. Et donc là, il faut que nous, on se pose la question de quels sont les ordres que l'on suit et les règles auxquelles on adhère. Et donc là, j'aimerais
faire une petite pause. Je vous laisse le temps de réfléchir pour vous-même ou bien aussi vous échanger entre vous quelles sont les règles et le soutien que vous, personnellement, auquel vous adhérez. So, ihr könnt die Frage gerne weiter. Vous pouvez continuer à penser, à réfléchir sur ces questions. Nous allons nous avancer sur la deuxième partie. Les constructions illégales ou la destruction de l'unité. C'est un peu étrange, mais ça veut dire quoi? Alors, ce que je disais, les infrastructures normatives sont là pour donner de l'ordre. Mais ça met de l'ordre dans quoi? Et si on abstrait, on peut voir que la vue du monde organise, ça organise l'unité, la multiplicité et l'infinité. C'est la base de chaque vision du monde. On peut voir ça comme dans un jeu de cartes. Donc, si on veut jouer, on pose les valeurs des cartes, on leur donne des... quelle est leur valeur, qu'est-ce qui est l'atout, donc c'est qui triomphe sur quoi, et on donne simplement la logique. Et c'est un petit peu comme ça avec la configuration normative des infrastructures, des informations normatives. On crée des hiérarchies. Quel est le principe le plus fort? À la fin, tout est l'unité et le 1 gagne tout. Ou alors, est-ce que c'est l'infinité ou est-ce que c'est la multiplicité? Et ça sonne un petit peu abstrait. Mais ce qu'on voit dans cette configuration, c'est les questions. Est-ce qu'on essaye d'être avec plus l'unité ou est-ce qu'on essaye d'avoir une multiculturalité? Et donc ça, c'est quelque chose qui met de l'huile sur le feu du débat. Donc ces questions d'inclusion, de diversité, ce sont des choses qui ont à voir avec ça. Donc ce qu'on voit de façon très abstraite a des effets, influence ce que nous faisons concrètement. Et on arrive sur un point qui m'est personnellement très intéressant, que j'ai vu que mon truc d'espace abstrait, qu'en fait c'est complètement... parce que ce n'est pas du tout... Ces constructions ne sont pas simplement en l'air, mais non, ça n'est pas que nous avons ces règles et on les utilise. C'est la vision du monde, c'est une vision du monde, c'est à la main. Et ça devrait peut-être ressembler à ça, mais je vais peut-être laisser un petit peu comme ça. Je vous en faites pas, juste derrière, je vais l'enlever. Nous avons des idées. Comment est-ce que nous sommes dans notre relation? Comment est-ce que nous sommes avec notre corps, notre technique, la nature? Ce sont des choses très basiques et très pratiques. Quel jeu nous jouons? J'étais très content aussi qu'hier, il y a 0, 1 ou 2 hier soir. Enfin, j'ai trouvé ça bien. Voilà, c'est peut-être que moi qui trouve ça amusant. Mais ouais, ça a un sens. Voilà. Donc nous sommes en train de voir
avec ces constructions illégales. Et surtout, à mon avis, il y a été bonnes raisons pour différentes logiques de jeu, et il y a de bonnes raisons pour qu'est-ce qu'on ne joue pas le jeu du 1. Pourquoi? Parce que ces idéologies fascistes, dont l'atout, c'est le 1. La pensée, ça va directement sur le 1. Un peuple, un royaume, un Führer, il y a toujours un, et que il faut logiquement, le 1 doit s'imposer contre tout. Et ça a la logique que des fois, ça s'attaque contre soi-même, puisqu'il y a un moment donné où c'est fini. Il n'y a plus de développement possible. Et de fait de cette fermeture du développement, le développement est impossible. Et donc, la vie est impossible. Les degrés de liberté sont enlevés. Mais ce n'est pas que les nazis, c'est aussi les pensées fascistes. Chaque idée, même une très bonne idée, peut utiliser ça et pousser ça dans le totalitaire. C'est une question de méthode, de la façon dont on pense. On peut avoir plusieurs idées. On peut regarder. On peut aussi faire du communisme, pousser ça dans le grotesque avec un système totalitaire. Donc là, il faut qu'on fasse très attention. Mais ici, dans cette pièce, tout est 1, excepté le 0. Là-dedans, il y a beaucoup de choses. C'est la destruction du 1. Et le 1, quelqu'un qui a parlé philosophiquement à ce traduit, qui a écrit un plaidoyer contre le jeu du 1, c'est Alain Badiou, un philosophe français. Et toutes ses pensées, c'est pas exactement sur cette phrase, mais c'est exactement accepter le. C'est la façon dont nous vivons, ces règles. Ce n'est pas mauvais, c'est important. C'est important de voir qu'il y a le chaos et il y a aussi beaucoup de règles ici. C'est un ordre très très réglé, et surtout en salle 1. Et il y a le 1, excepté le 0. Et le 0, c'est son propre ordre, ses propres règles. Et c'est irritant. Et il y a une petite ouverture. Et cette ouverture fait l'ouverture et ouvre des possibilités. Et ce Badiou, ça peut être quelque chose qui va ouvrir cette ouverture, une nouvelle théorie scientifique, une révolution, et il va y avoir une limite qui va être dépassée, et dans l'unité, c'est illégal. On n'est pas en train de penser forcément à une loi, mais aussi la logique du monde. Qu'est-ce qui est indicible? Donc l'illégalité, donc ça autorise la possibilité de quelque chose de neuf. Il y a toujours cette ouverture, mais on peut dire non, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de craquelure, il n'y a pas de craquement. Mais je peux aussi essayer de combattre le craquement, la fissure. Ce sont les réactionnaires qui vont travailler contre cette fissure. Ou alors là, il y a une fissure. C'est une ouverture et ça nous permet de faire « regarde cette ouverture, regarde cette fissure ». C'est sur cette réaction que travaille Badiou. C'est pour faire ça un peu plus concret. Je sais que c'est très abstrait, je suis désolé. Nous avons l'ordre établi, nous avons les maîtres et les esclaves. C'est par nature. Nous avons une révolte des esclaves, 1796 en Haïti, qui disait que non, l'esclavage n'est pas naturel. C'est une révolution. Et donc, dans cette situation très spécifique qui a été dit pour plus de 100 ans, avec des milliers de kilomètres, mais c'est quand même quelque chose qui a été dit, sur lequel je vais
pouvoir m'appeler et je peux dire, même en tant que femme blanche européenne, et je peux mettre cette idée à jour dans mon contexte, un petit peu comme des dominos qui tombent. Donc une suite de dominos, on pousse la première et ensuite les dominos tombent pendant les siècles. Ça n'est pas forcément à Haïti, mais ça peut être les gens utilisent cette idée et en font partie d'un mouvement en fait. Et je pense qu'on peut dire que ces idées sont universelles. L'esclavage n'est pas naturel. Ça pourrait être une pensée qui peut être prise de façon universelle. Je suis en train de construire un pas de tir. On va aller quelque part avec. En tant que homme, je suis un sujet, je suis un individu, dit Badiou. Et Badiou dit, je vais voir cette ouverture illégale dans le système, je vais m'engager pour, et je vais la faire avancer. C'est donc l'impulsion de ces dominos, et je vais devenir quelque chose d'un sujet super individuel. Et le sujet, dans la philosophie de Badiou, c'est une construction illégale puisque je fais partie de cette chose, qui me catapulte en dehors de mon environnement individuel. Ça ne veut pas dire que mon individu n'est plus là. Ça ne veut pas dire que c'est plus mauvais. Le monde n'est pas mauvais. Mais il y a quelque chose qui est important. C'est un changement copernicien, un mouvement copernicien. Je ne suis plus au milieu. Il y a quelque chose d'autre. Et ce changement ce dépassement des limites individuelles par un levier fait que je fais des choses qui dépassent mon intérêt individuel. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, aller en tôle ou prendre des risques, ou le matin à 3 heures pour se lever à 3 heures pour aller bloquer l'université de l'AfD à Riza. On prend les avantages, on sait qu'on les a, mais c'est pas juste pour se sentir moralement mieux, mais c'est parce que on gagne quelque chose, puisque nous faisons partie d'un procès ouvert universel qui nous l'autorite. Et ça, c'est quelque chose qui nous rend vivants, dit Badiou, et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose. Donc ça, c'est ma pensée. On va refaire un break. On va vous poser les questions sur qu'est-ce qui me sort de mes intérêts personnels. Okay, auch hier, ich weiß, es war jetzt sehr kurz, aber nehmt die Frage mit. J'espère que vous pourrez reprendre cette question pour votre vie de tous les jours. On continue avec la partie numéro 3, Illegal Instructions. Je pense qu'il faudrait apporter un peu plus d'attention et d'amour dans nos structures normatives et j'aimerais qu'ensemble, on recommence un tel projet. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez venir vers moi. J'ai déjà commencé, je me suis laissé inspirer par des algorithmes qui s'appellent Emergency Response. Donc, c'est des algorithmes, des structures qu'on peut utiliser dans une situation de stress
Ce sont des aspects algorithmiques qu'on va utiliser, donc des recettes qu'on va utiliser en cas d'urgence. Et c'est généralement, il y a un acronyme, comme par exemple ABC. Et donc, c'est ce à quoi je me suis... je m'en ai pensé quelques-uns pour les turbulences économiques. Donc, quand il n'y a plus rien, eh ben, ça devient raide. Donc, on va essayer de faire une thèse raide. Donc, la PLS. Donc, si vous savez plus où est le haut et en bas, et que la personne est vraiment moralement, on peut simplement de quitter cet axe de valeur et se mettre à l'horizontale pour être plus détendu. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de perspectives, autant de perspectives que les hommes. Les gens ont toujours leur propre raison de croire des choses ou pas. Et en fait, à peu près tout le monde pense qu'ils sont les bons, qu'ils sont les gentils. Donc là, il y a des exemples, par exemple aussi sur YouTube, Erich Mielke, donc quelqu'un qui faisait partie de la Stasi, dans un tribunal qui doit se justifier pour ce qu'il avait fait. Et il disait, mais je vous aime tous. Je l'ai fait par amour pour mon peuple. Et tous les gens, donc toutes les personnes au monde. Et du coup, même lui est persuadé qu'il agisse par amour. Et donc, il faut qu'on soit conscient de ça, que structurellement, tout le monde pense de soi-même qu'ils font partie des biens. Tout le monde pourrait avoir tort dans sa propre perspective. Et donc, il y a cette distance un peu à prendre envers ses propres convictions aussi. Et d'enlever un peu de pression aussi pour prouver ses propres convictions à tout prix. Et bien sûr que même si tout le monde pouvait avoir tort, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter toute perspective sur le monde. Donc là, bien évidemment qu'on peut faire des distinctions. Donc on continue avec la lettre T, qui est un test Turing idéologique, que vous connaissez peut-être, le test dans des médiations peut-être, où on essaye de prendre la position de la personne en face et de résumer cette position en sorte que la personne, une personne tierce, ne pourrait pas faire la distinction entre votre propre position et la position que vous êtes en train de résumer. Et ça peut être un test utile parce que des fois, il y a des conflits qui surviennent juste parce on ne s'est pas bien compris. Ensuite, pour eux, c'est d'omettre le principe qu'il doit y avoir une binarité, qui a juste une option qui peut être juste et non pas deux en même temps. Et donc, si sur un formulaire, vous avez deux options, pourquoi ne pas choisir d'option, les deux options en même temps, ou bien une option qui sort du cadre complètement. Donc là, typiquement, en termes d'Israël-Palestine, il n'y a pas de possibilité de vraiment réduire la complexité de la situation à une binarité. Et du coup, là, il faut trouver des solutions hors du cadre posé d'une façon binaire. Et du coup, là, il faut faire aussi attention à ne pas remplacer les vieilles binarités avec de nouvelles binarités, mais de vraiment trouver des solutions en dehors du cadre posé. Je n'ai plus beaucoup de temps, donc on passe à la lettre I. C'est d'identifier la profondeur du dissentement. Et donc là, par exemple, si on a des différences d'opinion politique, si par exemple on joue un jeu et puis on a des cartes complètement différentes parce qu'on part
on a des points de départ complètement différents, un cadre complètement différent. Là, il n'y a pas vraiment on aura besoin d'autres solutions pour résoudre le dissentement ou les conflits. Et donc là, il faut vraiment évaluer, identifier justement jusqu'à quel point, dans quelle profondeur on est en train de vraiment avoir des différences. Si ce n'est des opinions politiques ou même des questions de principes fondamentaux. Et là, il faut évaluer ça pour trouver des solutions. Ensuite, la lettre L, c'est pour... Pardon c'est pour des ponts d'atterrissage, où là on parle d'une règle de 84 personnes, %, où on a vraiment beaucoup... où il faut garder un peu une ouverture d'esprit pour d'autres personnes qui peut-être n'ont pas tout à fait les mêmes positions, mais où on a besoin un peu d'une marge de manœuvre ou de tolérance envers des personnes avec des opinions différentes. Il faut tolérer les ambiguïtés, donc avoir ce qu'est pour pouvoir nous permettre. Et donc, il nous faut un petit peu de place pour avancer. Et donc, c'est Steil, donc raide. Si ça avance plus, ça devient raide. Par contre, désolé, mais à l'arrache, on va pas pouvoir faire de traduction sur l'acronyme. Donc ouais, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente nouvelle année à Morale, avec beaucoup d'actions collectives, beaucoup moins d'intérêts individuels et plus de victoires subjectives. Et merci. Ja, vielen Dank. Merci beaucoup. On a encore 2 ou 3 minutes pour des questions. Gibt es denn Fragen? Il y a une question dans la salle. Genau, hier die 2 direkt. Donc là, au numéro 2. Ja, hallo. Ich möchte eine kurze Irritation mit J'aimerais juste vielleicht verbinden. poser une question un peu suggestive. Also mich irritiert, Ce qui m'irrite, du nur das als Ideologie bezeichnest. c'est que tu ne traites d'idéologie seulement les choses qui sont binaires et fermées idéologiquement, ce qui personnellement me paraît encore plus comme encore une binarité d'en plus. Et du coup, je voulais poser la question s'il ne serait pas plus important de pratiquer ou de vivre des systèmes d'explication ou d'infrastructures normatives qui seraient ouvertes à différents critères et qui, même s'ils ne sont pas dans une logique de binarité, peuvent toujours être idéologiques et très moralisants. Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on parle plutôt de discours sur les paramètres avec lesquels on juge si quelque chose est bien ou mal, ou juste ou injuste? Oui, ce serait une bonne idée. Peut-être que là aussi, on peut appliquer la règle des 84% pour dire que justement, il n'y a pas vraiment une binarité de vrai ou faux, mais d'avoir un peu cette ambiguïté qui peut avoir sa place. Des définitions que j'ai faites opèrent un peu aussi dans cette binarité, mais je n'ai pas trop vu de contradiction entre ce que toi tu viens de dire et ce que moi je viens de dire. Mis à part le fait que je fais une distinction entre les perspectives générales et les idéologies. Mais là aussi, on pourrait penser à un corridor entre deux pour ne pas retomber dans cette binarité. Mais oui, bien sûr qu'il faudrait y réfléchir encore plus.
Okay, genau. Kann nicht so gut antworten spontan, tut mir leid. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber ich wollte noch eine zweite Frage. Deuxième question, qui sera la dernière, s'il vous plaît. Ja, vielleicht geht es ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ça va un peu dans la même direction. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, Ce que je me pose comme question, von der schwirrt so viel Ideologie, vu qu'il y a tellement d'idéologies qui existent, est-ce que si je Ideologie zurückzuziehen, euh, also je suis en combat avec une fissure, comme décrit avant, est-ce que ce n'est pas CDUler, der un peu une question de confort aussi et de pouvoir se retirer et de ne justement pas devoir toujours Dogmatismus rester wieder darüber nachdenken. dans Sozusagen nicht cette ganz logique de combat et de discours ja, wo à du tout prix. ziehst. Mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose Aber de pouvoir se retirer manchmal auch euh, dans une idéologie justement qui nous donne un cadre dans lequel on se sent aussi sûr positivistischen de ne pas devoir mener des débats idéologiques avec d'autres personnes à tout prix. und deswegen Je crois que là, on a des concepts un peu différents aussi d'idéologie et je suis un peu confuse. Oui, je pense qu'il y a un peu une confusion générale aussi autour de tout, c'est normal. Là aussi, il faut aussi encore redéfinir ce qu'on entend quand on parle d'idéologie et là, il me manque un peu le temps. Mais là, bien sûr qu'il y a une question de capacité ici, de ressources aussi, pour toujours, que bien évidemment, on n'a pas toujours les ressources, ni le temps, ni les capacités mentales, de toujours faire des réflexions pour tout. Et c'est justement pour ça qu'il faudrait un projet commun d'une infrastructure normative commune pour que justement pas tout le monde ne doive refaire le tout, mais qu'on puisse répartir ce travail et qu'on pourrait voir comment on communique, par exemple, par rapport aux principes qu'on retrouverait sans se retrouver dans des dogmes ou des normes trop strictes qui nous enfermeraient donc, et qui excluraient aussi d'autres personnes et qui seraient violentes. Il y a encore une dernière question. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Oui, je reste encore un peu ici. Ou bien à 17h, il y a un workshop pour Yodel, ce qui, à première vue, semble complètement non connecté à ce que... Mais, personnellement, d'avoir une expérience collective jolie, qui ne soit pas idéologique, me paraît très Vielen Dank, dass du da warst. adapté à ce dont on vient de parler. Merci beaucoup pour la présentation.